On va demander à nos tout derniers intervenants, il nous reste encore du souffle. J'appelle Antonin Gimard, j'appelle Rémi Casteras, dont on a parlé, et puis Élodie Martini-Cousti pour le France Nature Environnement, Ludivine Martinez, qui est responsable de Coabis à l'Université de La Rochelle, chercheuse donc. Rémi Casteras dirige le bureau d'études environnement de WPD. Êtes-vous... Non, il va falloir qu'on vous laissiez la place, oui. Oui, ben tout le monde rentre, super, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il allait nous manquer un fauteuil, parce que j'aimerais bien les garder tous les deux avec nous. Bien, on vient d'entendre tout ce qui est dit là. Qui veut parler en premier? Peut-être Antonin Gimard, qui est chargé de mission donc, sur ces usages industriels, sur les aménagements des milieux marins, c'est l'Office de la biodiversité. Tout ce qui vient d'être dit là, bien sûr, vous connaissiez ces travaux. Oui, une grande partie. Hein. J'avoue qu'on s'inspire beaucoup de ce qui est fait à l'étranger. Avec, et c'est d'ailleurs un des projets de France Énergie Marine qui avait conclu ça, avec toujours la particularité de dire on peut récupérer les méthodologies pour évaluer les impacts environnementaux, mais pas complètement les résultats. Parce que les projets industriels sont différents suivant les endroits, parce que l'environnement et les espèces qui vivent à cet endroit-là sont différents. Et on peut récupérer les méthodologies qui ont été développées dans les pays d'Europe du Nord pour évaluer ces impacts, mais il faudra quand même répliquer les études chez nous si on veut avoir une cohérence scientifique dans ce qu'on veut dire. Oui, donc prudence avant de les interpréter ou de les appliquer un peu rapidement d'un pays à l'autre. La position, c'est de ne pas les appliquer brutes. Ouais. Et surtout en France, où nous avons tant de côtes, le problème est particulièrement aigu. Autre réaction à ce qui vient d'être dit sur ces travaux, Rémi Casteras, vous les connaissez, puisque je l'ai dit, vous connaissez Steven de Greer. Je suis très heureux qu'il soit ici. Effectivement, il a produit une somme d'articles scientifiques sur les parcs éoliens belges. Ce que vous nous avez dit, oui. Voilà. Ouais. La Belgique, à plein de points de vue, est assez exemplaire. Toute petite côte, mais beaucoup de parcs éoliens installés. Et puis, beaucoup de suivis environnementaux qui ont été réalisés, et qui ont été réalisés effectivement par un équivalent du MNHN, finalement, si on doit faire un parallèle, donc une autorité indépendante. Donc, de mon point de vue, comme dit César, fortissimi sunt Belgae, les plus forts, c'est les Belges, parmi les Gaulois. Voilà. Oui, un point important, effectivement, très fort retour d'expérience sur les parcs éoliens en mer. Je rappelle 5500 éoliennes installées à date dans 3 mers différentes, mer d'Irlande, mer du Nord, mer Baltique. Et donc avec des façades un peu différentes quand même, qui permettent effectivement d'avoir un certain retour d'expérience intéressant, des méthodologies en tout cas qui ont été testées et qui sont intéressantes. Et puis un point important par rapport à ce retour d'expérience, c'est comment est-ce qu'il va être utilisé, comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Ça c'est fondamental. Il y a un point qui est à mon sens très important, c'est on l'utilise, ce retour d'expérience, au moment de l'étude d'impact sur l'environnement. Il faut utiliser ce retour d'expérience avec toute la possibilité qu'on a de le transposer, mais il faut l'utiliser au moment où on va définir les mesures éviter, réduire, compenser, et c'est ça qui est important à ce moment-là. Le plus tôt possible. Voilà, le plus tôt possible, mais pas non plus... pas non plus quand on sait... Oui, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Pas non plus quand on ne connaît pas assez bien... Pas suffisamment ni la zone, ni le projet. Mais voilà, en tout cas, c'est ça qui est important. C'est à ce moment-là de le faire et pas vouloir anticiper, parce que c'est très important de faire des programmes de suivi et de faire de la recherche, mais il faut pouvoir prendre une décision sans avoir toutes les connaissances. Et c'est ça qui est fondamental. Alors moi, je vais prendre, et pour ça, on va utiliser la modélisation. Je vais prendre un exemple que j'aime bien, si vous le voulez bien, c'est celui qui a été utilisé au Royaume-Uni pour l'évaluation de l'effet du risque de collision pour les oiseaux. Donc le Royaume-Uni, c'est 12 gigawatts installés sur les 5500, il y en a 2300 éoliennes qui ont été installées au Royaume-Uni. Grosse expérience déjà. Voilà, grosse expérience déjà. Et le Royaume-Uni, c'est aussi la plus grosse association de protection des oiseaux. La RSPB, Royal Society of Bird Protection, la LPO anglaise, sauf qu'elle a autant d'adhérents que toute l'Europe réunie en termes de... Donc voilà, une organisation extrêmement puissante. Comment ça fonctionnait pour l'éolien terrestre? Ils utilisaient un modèle, qui est un modèle de collision. Et ce modèle de collision consiste à comparer finalement
comment est-ce que les oiseaux peuvent rentrer dans des parcs. Et puis, c'est une évaluation du risque de collision entre, d'un côté, les caractéristiques de l'éolienne, la zone de collision, et de l'autre côté, les caractéristiques de vol des oiseaux, telles qu'on a pu les repérer par des suivis environnementaux. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne au Royaume-Uni, c'est comme ça que ça fonctionne également en Europe. Et donc du coup, lorsque se pose la question de l'éolien en mer, eh bien tout de suite on essaye d'appliquer exactement la même méthodologie pour évaluer le risque de collision, avec un problème. C'est que, par exemple, le fou de bassan, c'est cet oiseau majestueux qui a le cou jaune, voilà, qu'on voit parfois derrière les bateaux de pêche, donc un très bel oiseau. Cet oiseau, on n'a pas suffisamment d'informations sur la manière dont il évite les parcs. Bien sûr, parce qu'il ne passe pas à terre. Parce qu'il ne va pas à terre et parce qu'il y a très peu de collisions. Ouais. Donc on donne un premier élément, et les 2300 éoliennes dont j'ai parlé, on a fait une évaluation du risque environnemental en prenant un taux d'évitement, voilà, un taux d'évitement qui est un des éléments qu'on utilise pour l'oiseau, qui n'était pas validé au point de vue scientifique. On a simplement décidé d'utiliser un taux d'évitement maximisant. C'est-à-dire, minimisant, pardon. C'est-à-dire qu'on a considéré que l'oiseau évitait mal les éoliennes. Et donc, c'était un mauvais voilier et qui permettait d'éviter les éoliennes. Et donc, du coup, on a utilisé ces éléments-là et ça a fonctionné sur l'ensemble des parcs. Donc voilà, on a travaillé là-dessus. Et à partir de là, dans les années 2015, on s'est quand même posé la question de savoir si ce taux d'évitement qui avait été utilisé était un bon taux d'évitement ou pas. Et donc là, on revient un petit peu sur le modèle de France Énergie Marine. Là-bas, ça s'appelle ORGIP, ORGIP. GIP, ça veut dire Joint Investment Partner. Donc ça veut dire qu'il y a eu un partenariat avec, d'un côté, des industriels qui finançaient, de l'autre côté, les services de l'État, et notamment le Natural England, qui est l'équivalent de l'OFB, et puis la RSPB qui a validé les protocoles. Et tout ça pour, finalement, après avoir étudié les trajectoires d'oiseaux, démontrer que le taux d'évitement qu'on avait retenu était un taux d'évitement qui était... On aurait pu retenir un taux d'évitement encore meilleur pour les oiseaux. Voilà. Oui. On voit bien la complexité quand même de ces travaux. Je voudrais voir pourquoi vous avez ri, Élodie Martinier-Costier, avec un micro. Parce que je trouve ça très drôle qu'on parle d'oiseaux qui devraient éviter les pales d'éoliennes. C'est la faute des oiseaux ? Non, mais les oiseaux doivent éviter les pales d'éoliennes, doivent éviter les filets de pêche, parce que jusqu'à présent, les plus grosses prédations sur les oiseaux, c'est quand même la pêche. Idem pour les mammifères marins. Ils doivent aussi éviter... les mammifères marins doivent aussi éviter les bateaux de commerce, les bateaux de croisière, tout ce qui transporte 90% de nos consommations et de nos échanges mondiaux. Donc, si vous voulez, c'est vrai que quand on parle de l'éolien, qui est le dernier entrant en mer aujourd'hui, qui est une activité relativement nouvelle, on oublie un peu tous les impacts des activités déjà présentes. Et moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste avec les associations membres de FNE, sur les impacts des autres activités, parce que très sincèrement, aujourd'hui, on n'est pas sûr, et on ne le sait pas, et on ne le saura pas. Pourquoi ? Parce que l'État est incapable de nous donner ces données sur la pêche, sur le transport maritime, sur toutes les activités historiques, les impacts déjà avérés. Auquel vient s'ajouter l'éolien. Auquel va venir s'ajouter l'éolien. Alors pour l'éolien, on a, et vous l'avez dit tout à l'heure, une chance, c'est que heureusement les énergéticiens savent faire des recherches, savent faire des études en co-construction, d'ailleurs avec souvent des ONG comme France Nature Environnement, et ça nous permet d'avoir des informations. Mais toutes les autres activités non soumises à autorisation, c'est un monde opaque. Or, il pourrait contribuer aussi, parce que quand on voit M. Moncani de Saint-Aignan dire le cluster maritime est en pointe, bien sûr est en pointe sur tout un tas de choses, il veut des emplois, il veut des choses, mais donnez-nous les impacts de vos activités, ne serait-ce que pour que vos collègues développent les emplois liés à l'avenir du cluster maritime et des filières maritimes. Ouais. Aujourd'hui, on les a pas. Que les choses soient claires, Élodie Martinier-Costier, à France Nature Environnement, on n'est pas opposé aux énergies marines renouvelables. Pas du tout. Et vous le savez très bien, mais je vais vous le dire pour vous le faire plaisir, Monsieur Ball. On est très favorable aux énergies marines renouvelables. Il m'a pas soufflé la question. Hein, mais...
Non, mais je vous le dis très, très franchement, on est très favorable aux énergies marines renouvelables parce qu'on sait que ces énergies vont faire partie du mix dont on a besoin absolument pour les 15-20 ans qui viennent, pour essayer de transformer le fossile et le gaz en énergie décarbonée. Maintenant, une fois de plus, je voudrais rappeler à quel point on en a un petit peu marre d'être obligé de répéter les mêmes choses, même au bout de 11 ans de débat public, et de dire que si on est totalement favorable aux énergies marines renouvelables, on ne souhaite pas qu'elles soient implantées n'importe où, n'importe comment, sans volets environnementaux complets donnés par les maîtres d'ouvrage au moment des débats publics, et notamment plutôt préalablement pour mettre en place la séquence éviter-réduire, au moment de la désignation des zones dans les documents stratégiques de façade. Ce matin, on a parlé de planification, c'était très intéressant, mais je ne vois pas en quoi, aujourd'hui, les documents stratégiques de façade sont en mesure de répondre à l'accélération nécessaire du développement des éoliennes en mer et d'autres énergies d'ailleurs. Okay, donc c'est vraiment un enjeu très fort sur lequel il faut qu'on travaille tous ensemble. Oui, et on sait que vous y insistez beaucoup. Ludivine Martinez, pour boucler un petit premier tour de table, sur les mammifères marins, puisqu'on a parlé de ce qui était sous la mer et ce qui était au-dessus. Là, c'est un thème que vous observez beaucoup dans vos travaux. Quelles sont les nuisances les plus importantes aujourd'hui du côté des EMR ? Alors oui, on en a parlé déjà, les intervenants précédents en ont parlé. Effectivement, les mammifères marins sont des espèces d'intérêt dans le cadre des projets éoliens, avec des impacts importants, la plupart du temps en phase de construction. Donc là, ça va être très généraliste, parce que ça dépend énormément des parcs, des espèces présentes, des techniques utilisées, du type de fondation utilisée. Mais si on veut vraiment globaliser et schématiser, effectivement, pour les mammifères marins, la partie la plus impactante de la construction de parcs éoliens, ça va être la mise en place des fondations, notamment via la génération de bruit, qui va potentiellement avoir des impacts sur eux. Mais ça a été rappelé aussi, on va aussi avoir des impacts sur du long terme via l'effet récif artificiel, donc avec le développement de nouveaux écosystèmes, de réseaux trophiques et de chaînes alimentaires. Qui attirent de nouvelles espèces ? Qui peuvent... Pas forcément de nouvelles espèces, mais en tout cas de nouveaux usages. Par exemple, une zone qui n'était pas une zone d'alimentation pour une espèce peut le devenir. On peut observer une plus grande densité d'animaux aussi à l'intérieur des parcs en réaction donc à ces nouveaux écosystèmes. Donc ça, c'est des conséquences quand même positives, qui peuvent être positives. Oui, j'allais dire qu'on peut ranger dans positif. Mais ça reste néanmoins un changement par rapport à ce qui pouvait être observé avant. Et à ça, ce que je voudrais rappeler, comme le disait Madame Martini-Cousty, c'est vrai que on étudie effectivement à l'échelle très locale ce qui va se passer. Donc ce que disait Monsieur Delirère, c'est vrai qu'on va regarder vraiment au niveau d'un parc éolien les effets qui vont être observés. Est-ce que les animaux vont partir, vont revenir en plus forte densité ou pas? Mais tout ça, c'est pas déconnecté du reste des mammifères marins. C'est des espèces qui vont faire, et les oiseaux encore pire, des espèces qui vont faire des dizaines, des centaines de kilomètres quotidiennement. Donc rien n'est déconnecté. Donc ce qu'on observe à l'intérieur du parc, ça va être une réponse, un petit bout de réponse à un problème qui est beaucoup plus large, à une question qui est beaucoup plus large, donc avec énormément d'autres pressions, comme l'a dit Monsieur De Rueck, il y a énormément de pressions qui pèsent déjà sur le milieu marin. Le vrai défi scientifique auquel on doit répondre aujourd'hui, c'est la question des effets cumulés, donc des différents projets de parcs, que ce soit Ça peut par exemple,
être plusieurs parcs qui seraient trop rapprochés les uns des autres, Ça peut être plusieurs parcs. qui rendraient les choses compliquées pour à la fois les mammifères et les oiseaux. Et pour les oiseaux C'est également. une question ouverte. Hein. Oui, ça peut être les effets cumulés de plusieurs parcs dans des zones proches. Ça peut être les effets cumulés aussi de plusieurs parcs avec les autres activités existantes, en mer comme à terre. Et ça peut atteindre des échelles très importantes, puisque typiquement, les oiseaux qu'on a sur les côtes françaises peuvent venir du nord d'Europe du Nord. Ils peuvent venir d'Écosse, ils peuvent venir du Svalbard. Ils viennent de très loin, quoi. Donc, c'est une réflexion beaucoup plus globale. Donc, juste pour conclure là-dessus, donc les écosystèmes sont bien sûr des milieux très connectés entre eux, mais la recherche doit aussi être très connectée, donc à la fois avec le milieu industriel, mais aussi la recherche entre elles, la recherche à l'échelle européenne au moins doit être connectée. Et le milieu industriel doit, si j'entends bien, pousser davantage la recherche sur ses propres secteurs. Steven Degraere, le bruit, c'est très important le bruit. Hein. Vous l'avez observé dans les ports, vous l'avez observé au large aussi. Parce que Ludivine Martinez parlait du bruit aussi qui dérange les mammifères. C'est un sujet important. Indeed, it is a very important subject, but we have to make a clear distinction between the construction phase and the operational phase. Voilà, ça dépend un peu de la phase de construction et de la phase d'utilisation. So the construction phase indeed often goes with construction, c'est la plus dangereuse. Extremely high impulsive sounds that is detrimental not only to marine mammals but also to fish and invertebrates. Pour tout le monde, voilà. Yeah. Pour tout le monde, pour tous ceux qui sont là. That's of course of short duration, and there are mitigation measures that exist. So we can invest in lowering and I have just heard that gravity-based foundations are being placed in Fécamp. Did I get it right? Yeah. Oui, c'est fait ici, oui. Yeah. So there's no sound going with that construction phase. Well, some shipping, of course. But the operation... Ce que dit Steven Degraere, c'est que effectivement le bruit est un élément très important. Il est plus important pendant la phase de construction qu'après. Et par ailleurs, on a des moyens de faire tomber le bruit, de le faire descendre, voire de le réduire tout à fait, et peut-être qu'on devrait le faire davantage. Oui, c'est ça. And during the operational phase, of course, there is an increase in sound as well, but it does not seem to do harm to... voilà, la phase d'opération, il y a évidemment du bruit, mais on n'a pas l'impression que ça perturbe beaucoup les milieux. Pardon, oui, bien sûr, Rémi Castéras, tout le monde s'exprime. Oui, sur cet aspect du bruit, effectivement, il y a le bruit en phase de construction. Et là, le bruit en phase de construction, c'est exactement des bruits de travaux. Hein, et notamment si je prends un exemple, le battage de pieux. Hein, mais il faut aussi se souvenir que le battage de pieux, c'est une période très courte. Hein, c'est vraiment très limité dans le temps. C'est un petit peu comme lorsqu'on fait dehors du marteau-piqueur, en fait. C'est désagréable, mais ça ne va pas durer très longtemps. Et surtout, on a la capacité de mettre en place des mesures qui permettent d'atténuer le bruit, notamment des rideaux de bulles, mais d'autres systèmes qui existent. Est-ce qu'on le fait systématiquement aujourd'hui ? En tout cas, on s'est engagé à le faire sur les premiers parcs éoliens. Mais les industriels sont prêts à le faire ? Les industriels sont prêts à le faire, en effet. Okay. Et notamment parce qu'il y a là, on parle des régulations, mais il y a effectivement dans d'autres pays des limites à ne pas dépasser, qui n'existent pas en France aujourd'hui, mais ces limites à ne pas dépasser, on les a quand même appliquées dans nos projets, dans les premiers projets qu'on a pu suivre. Donc, je pense que c'est l'effort des industriels est prêt à le faire sur cette phase d'opération, mais je reviens sur les impacts cumulés. Certes, l'éolien rajoute dans le pot, mais en phase d'exploitation, c'est quelques bateaux qui vont pour faire l'opération et la maintenance. Et c'est sans commune mesure avec le bruit des bateaux existants. Lorsqu'on a mesuré, nous, le bruit dans la Manche pour faire un modèle de bruit qui nous permettait d'évaluer le bruit du battage de pieux, ce qui fait le plus de bruit, c'est le rail transmanche. Évidemment, c'est l'ensemble de ces bateaux qui traversent et le commerce mondial, finalement. Qui dérange beaucoup plus, selon vous, oui. Et qui dérange évidemment beaucoup plus. Et donc, l'intérêt de travailler sur l'éolien en mer,
c'est effectivement qu'on a commencé à réfléchir sur les effets cumulés, mais que ces effets cumulés, il va effectivement falloir intégrer l'ensemble des personnes qui ont un effet sur l'environnement dans cet effet. Alors on a parlé de l'activité maritime, c'est vrai, hein, c'en est une, mais sur les côtes françaises et sur les mers fermées, je parle de la Méditerranée, je parle de la Manche, il faut aussi beaucoup s'interroger sur les pollutions telluriques. Hein, donc, là, vous rejoignez Élodie Martinique-Cousty, on ne peut pas séparer un damage d'un autre. Et tout à fait. Et il faut absolument réfléchir à la diminution globale de ces effets, et notamment quand on parle de planification spatiale maritime. C'est bien important qu'il faut rester à niveau de pression égal. Et ça, pour l'instant, ça n'est pas mis en place par l'État français, Élodie Martinique disait. Ce qui est compliqué, si vous voulez, c'est qu'on laisse à la personne qui réalise l'étude d'impact sur l'environnement, c'est-à-dire à l'opérateur historique, le soin de calculer ces effets cumulés. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que nous, on arrive et qu'on regarde un petit peu tout ce qui se fait autour de nous, et c'est à nous d'évaluer l'effet cumulé. Mais comme l'a très bien dit, c'est une image qu'on utilise souvent, on est la dernière goutte qui fait déborder le vase. Mais nous, on ne peut pas travailler sur l'eau qui est déjà dans le vase, en fait. Nous, on peut travailler que sur la dernière goutte. Et donc, du coup, il faudrait que ces effets soient évalués. Je pense que c'est ce que tu vas dire, mais il faudrait que ces effets soient évalués au moment d'un document stratégique de façade, qu'on évalue bien en amont. Vous allez dire la même chose ? Non, je voudrais juste rajouter, en effet, on a parlé des effets des activités anthropiques en mer tout à l'heure, et là, en effet, Rémi rajoutait le fait qu'il faut travailler aussi à l'échelle de la façade sur le milieu terrestre. Les principales pressions qui arrivent en mer sont d'origine terrestre, ne serait-ce que l'agriculture, le tourisme, tout ce qui arrive par l'eau et les bassins versants. Et on les connaît, ces pressions. Seulement, ça fait des dizaines d'années qu'on n'arrive pas à les faire baisser, et on subventionne toujours les activités les plus polluantes en France. Donc il y a un moment donné, si vous voulez, on ne pourra pas tout faire. Soit on essaye de reconquérir le bon état écologique, sans quoi le développement des EMR sera vain. Mais exactement, parce que moi je le vois dans les débats auxquels j'ai assisté dernièrement, les 4 derniers, et notamment Sud-Bretagne, Méditerranée, Oléron, on voit qu'il y a des radicalisations extrêmement fortes sur le fait que trop c'est trop, et qu'à un moment donné, il faut que la France respecte les directives européennes qu'elle a retranscrites dans son droit français. Et donc, si vous voulez, au moment où justement on doit, essayer de développer cette vision globale, cette approche écosystémique pour mettre en place une vraie planification des activités marines, dont l'éolien, on n'a pas de jus, quoi. C'est comme si on nous avait coupé le moteur parce que l'État n'est pas en mesure de nous fournir, de faire réduire les différentes pressions telluriques sur le milieu côtier. Et ce matin, quand on entendait Hubert de Jean de la Bâtie, qui est aussi le président du Conservatoire du Littoral, où je siège, donc j'ai été très heureuse de l'entendre dire ça, mais allons-y, mais faisons attention, on n'a pas baissé la pression de toutes les activités terrestres, et là, il y a un moment donné, il faut que les élus locaux du territoire, des façades, prennent aussi leurs responsabilités. Bien, c'est dit, c'est très, très clair. Antonin Gimard. Peut-être, je suis plutôt en accord avec tout ce qui a été dit, mais un petit facteur de modération, parce que j'ai l'impression qu'on assène avec beaucoup de certitude qu'il nous faut absolument l'évaluation écosystémique et puis l'évaluation de l'ensemble des activités sur l'ensemble des espèces benthiques, de poissons, d'oiseaux, de leurs interactions, de leurs relations trophiques pour arriver à des relations écosystémiques. C'est non seulement un travail titanesque, et c'est non seulement un travail extrêmement complexe. Il y a des tentatives pour essayer d'aller vers ça. Je pense que l'Observatoire environnemental de l'éolien en mer, qui a été créé sous l'impulsion du Premier ministre l'année dernière, a pour objectif, au moins pour l'activité d'éolienne en mer, d'intégrer ces approches-là. Mais on est encore au début, on est encore sur des problématiques qui sont extrêmement complexes. Et là où je rejoins un peu Madame Martinique aussi, on est sur une force de travail étatique qui peut parfois être un peu
un peu à bout de souffle, parce qu'avec beaucoup d'autres charges, que ce soit dans les services qui écrivent les documents stratégiques de façade ou dans les services qui sont experts de la biodiversité, que ce soit les groupements d'intérêt scientifique, l'Office français de la biodiversité, etc. À un moment donné, on arrive, malheureusement, il n'y a que 24 heures dans une journée, et ça, c'est si on ne mange pas et si on ne dort pas. Un point intéressant, me semble-t-il, là on parle vraiment de la recherche, de l'avancée des connaissances. C'est quand même très stimulant ce qui se passe avec l'éolien en mer. On a le sentiment que ça suscite beaucoup de recherches. Steven De Gruyter nous l'a démontré. Antonin Gimard, vous m'aviez parlé, me semble-t-il, d'un radar en mer, donc pour mieux identifier. C'est pas au point ça encore, mais ça me paraît très intéressant. C'est un exemple peut-être parmi d'autres. Oui, alors ça fait partie des exemples, ou en tout cas des questions que nous on a, parce qu'il y a effectivement la mise en relation de l'ensemble des connaissances qu'on peut avoir, c'est le sujet qu'on vient d'aborder avant, et puis il y a des questions scientifiques qui nécessitent encore des compétences et des études auxquelles on n'a pas les réponses. Et effectivement, j'ai évoqué le radar. À terre, on sait jouer avec des radars 3D, c'est-à-dire qui permettent de représenter les passages des espèces, notamment des chauves-souris et des oiseaux en 3 dimensions. En mer, c'est une toute autre affaire, puisque rien que pour la calibration, il y a les mouvements des vagues lorsqu'on installe un radar sur bouée, il y a les vibrations du mât lorsqu'on installe un radar sur mât, et c'est tout un défi d'arriver à déployer ces technologies-là pour aller connaître les flux d'oiseaux migrateurs. Pour entendre les oiseaux, enfin pour suivre les oiseaux migrateurs. Complètement, à terre. En 3D. En 3 dimensions. Parce que c'est tout bête, hein, mais les oiseaux migrateurs, généralement, les observateurs qui les suivent, puisque ça se fait encore à la lorgnette, sauf à terre où on peut installer des radars 3D, ils y vont plutôt le jour, parce que la nuit, c'est quand même pas pratique pour observer les oiseaux. Donc on aime autant avoir un radar. Voilà, et ils y vont plutôt quand il fait beau, parce que quand il pleut, c'est pas non plus pratique pour observer les oiseaux. Donc on a des limites dans les connaissances qu'on a et dans les études qu'on peut mettre en place. Et le développement technologique peut et doit aider. Les radars 3D, c'est un exemple. Le fait de déployer aujourd'hui des survols aériens pour suivre les mammifères marins et les oiseaux qu'on peut observer vus d'un avion avec des suivis vidéo, alors que jusqu'à présent on était avec des observateurs qui, pareil, avaient une petite bulle et ils observaient à travers cette petite bulle pour compter les espèces qu'ils voyaient. Et tout ça, c'est des nouvelles technologies qui, parfois, pour les survols aériens, sont très développées en Manche et en mer du Nord, parfois ne le sont pas. Comme le radar 3D, je n'ai pas connaissance de radar 3D installé ailleurs en Europe, en mer sur bouée. Mais c'est une ouverture de l'importance de la recherche. On n'a pas, évidemment... Oui. Pardon, allez-y, oui, je vous en prie. Non, je voulais juste dire que du coup, alors pas loin d'ici, sur le mât de Fécamp, on a installé en mai un système de 12 caméras qui permet de faire une acquisition à 360 degrés quand justement, en fait, le signal est donné par un radar de commencer l'enregistrement. Sinon, on aurait effectivement beaucoup trop d'enregistrements et donc qui permet une meilleure analyse. Donc c'est juste ici. Oui, c'est intéressant de voir sur le mât, qui est le mât sur lequel ont été faites les mesures de vent et des mesures environnementales aussi de suivi d'avifaune pour le champ de Fécamp dont on a parlé, puisque toutes les installations avec fondation gravitaire seront sur ce champ. Je disais, on a évidemment tous en tête, et on l'a rappelé dès le début de notre journée, mais il y a aussi les effets du changement climatique qui, eux aussi, accélèrent, puisque le mot accélération, on l'a beaucoup utilisé. Et donc, il faut tenir compte de ça aussi dans tous ces travaux dont on parle. Et ce n'est pas toujours facile de distinguer l'effet de l'un ou de l'autre. Je suppose qu'on s'y intéresse. Ludivine Martinez, je peux poser la question à Steven aussi. Le changement climatique à côté du changement de la biodiversité. Ludivine, puis Steven. Oui, c'est un gros enjeu. De la même façon que d'être capable de discriminer finalement le rôle, l'impact de l'éolien par rapport à l'impact de toutes les autres pressions, la question se pose aussi et surtout vis-à-vis du changement climatique, puisque, comme ça a été rappelé par les intervenants précédents, effectivement, tant bien même on constate des différences de fréquentation, de distribution après l'implantation d'un parc éolien, de là à mettre une relation de cause à effet vraiment par rapport au projet de parc et de discriminer l'impact du parc en lui-même des changements globaux qui sont à l'œuvre, parce que des changements dans la distribution ou dans l'abondance des espèces, on en observe couramment. Pas forcément, enfin, ça peut être en réaction des activités humaines, comme ça peut être en réaction au changement climatique, mais en même temps, c'est lié. Donc ça, c'est aussi un très très gros enjeu scientifique, comme le disait Antonin Gimard. Tout ça, c'est des
des méthodes, des outils qui sont balbutiants. On commence seulement à se dire qu'il faudrait appréhender tout ça dans son ensemble, mais bien sûr qu'il fallait commencer par du local, par une étude compartiment par compartiment. Enfin, évidemment qu'il fallait commencer par là. Et petit à petit, on grossit. Petit à petit, on traite de plusieurs compartiments biologiques, on traite de plusieurs parcs, on traite de plusieurs activités. Et c'est comme ça qu'on réussira à avoir la vision la plus exhaustive, mais on est encore très très loin du but. Et il faut soutenir cette recherche, on l'entend bien. Steven De Greyre, about the climate change. Yeah, well, I definitely agree with the fact that we do not have to put more energy in trying to get an assessment of what cumulative effects are. And with cumulative effects, I mean, cumulative, it's like the accumulation of offshore wind farms, but also, of course, other activities and, global pressures like climate change. I think that tous les effets cumulatifs, il faut s'en occuper et les traiter en même temps si on peut. So we definitely have to do that. And if you look at environmental impact assessments, there's always this very small section on cumulative impact. Cumulative impact is like half a page, and that's it. Simply because we do not know how to do that. Well, steps are taken, but it is extremely difficult. What I want to say about Vous dites la même chose, qu'on ne sait pas toujours comment faire et qu'on n'a pas encore suffisamment de connaissances. what I want to say about how the impact of offshore wind farms compares to or links to climate change is that the impacts of offshore wind farms tend to be visible after, say, about 10 years. Yeah. So that means that the impact gets established, and now I'm talking about the ecosystem impact, so including fish, birds, and so on. So after 10 years, we more or less, it gets more or less a dynamic equilibrium. So actually this 10 years is too short, to my opinion, to be impacted by climate change. What we do not know, of course, is how this impact as we know it now is going to change in the future because of climate change. Oui, c'est ça. C'est qu'on a, on a un recul de 10 ans, vous avez parlé de 10-13 ans maximum, qui nous permet quand même de connaître un certain nombre de choses, y compris avec le changement climatique. Ce qu'on ne sait pas, c'est ce qui va se passer maintenant. Parce que le changement climatique, d'abord, est de plus en plus rapide et brutal aussi. On peut l'anticiper, on peut prévoir que ça ne va pas bien se passer déjà. On sait, par exemple, pour les ressources halieutiques, qu'il y aura un changement d'aire de répartition. C'est déjà le cas. Oui, on le sait déjà. Il suffit d'observer et d'être en capacité d'observer où vont bouger les espèces halieutiques. Et d'ailleurs, pour la planification de l'éolien en mer, ce serait drôlement bien, parce qu'on saurait où sont les futures zones de pêche, au lieu de se cantonner à des zones de pêche actuelles qui sont peut-être sur lesquelles on n'a pas de chiffres exacts. Et si à un moment donné, il faut négocier des compensations, c'est au bon vouloir des pêcheurs et à leur dire, et pas sur des quantités vraiment fiables. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a aussi, vous parliez en effet des mammifères marins dont on sait qu'avec le réchauffement climatique, ils peuvent avoir besoin de se rapprocher de la côte et pour trouver des proies qui vont être en compétition avec certaines autres activités, justement comme la pêche. Et puis, vous avez aussi les oiseaux qui, à cause des changements de vent, peuvent modifier leur trajectoire de migration. Et donc, tout ça, si on ne l'étudie pas, justement, dès qu'on met en place les premières stations électriques en mer ou des caméras sur certaines éoliennes, eh bien, c'est quelque chose qui seront malheureusement perdus pour la connaissance et l'amélioration des pratiques. Avez-vous des remarques, des questions dans la salle? On va conclure notre longue journée. Si quelqu'un souhaite ajouter quelque chose, on va... Il y a Monsieur Gernet oui, de FNE Normandie qui voulait parler de l'holoscope. C'est tout à fait prévu, monsieur, je vous en prie. Je veux pas, mise en place par FNE, je ne veux pas priver le public de Non, mais c'est une intervention dont on avait besoin. Donc, voici un ouvrage collectif qui a été fait par FNE National et auquel a contribué FNE Normandie, dont je fais partie. Ce matin, il y a eu un petit débat sur la capacité du public à juger d'un projet, sur l'expertise du public, la confrontation entre expertise du public et expertise des vrais experts.
il y a eu une réponse tout à fait pertinente de la présidente de la CNDP. En fait, on pourrait dire que la compétence des experts, c'est de donner des réponses, mais la compétence du public, c'est de poser des questions. Et c'est une vraie compétence. Et c'est même une compétence qui étonne les experts compétents, bien souvent. Ils savent, eux, les experts, ils ne savent pas quelles questions vous posez au public. Et ils sont quelquefois surpris. Alors cet ouvrage, il a été fait justement pour que tout un chacun puisse se poser les bonnes questions. Se poser s'il a l'impression d'avoir des connaissances et des relations, mais poser également, aller à la recherche des experts. Il faut absolument que on parlait aussi, tout à l'heure, c'était le directeur de l'usine Siemens Gamesa qui parlait d'acceptabilité des projets. Et c'est tout à fait important. Tout à l'heure, on a parlé aussi, je dirais, de la volonté politique de développer, de l'avance des scientifiques sur les politiques dans cette volonté de recherche. Et qu'est-ce qui fait marcher les politiques? Qu'est-ce qui les fait agir? C'est le public. C'est pas, il y a les lobbies, bien sûr, mais c'est aussi le public, beaucoup le public. Et si on ne met pas en place des choses qui permettent au public de s'informer correctement et de se faire un jugement, quel que soit le niveau technique, si on fait pas ça, on n'aura pas de vrai développement des énergies renouvelables. Donc cet ouvrage, il est fait pour ça. Il aborde toutes les questions qu'on peut se poser et qu'on doit poser par rapport à un projet d'énergie marine renouvelable. Donc il y a les aspects méthodes, il y a les aspects juridiques, il y a les aspects environnementaux, il y a toute une série de questions. Et je pense que c'est vraiment, au fond, une méthode d'investigation, cet ouvrage. Dans un passé déjà lointain, j'ai fait de la qualité. Il y a deux sortes de normes en qualité. Il y a les normes d'exigence qui vous permettent de passer un audit et d'avoir un bout de papier qui dit « vous êtes certifié ». Et puis il y a des normes beaucoup plus intéressantes qui s'appellent des normes guides, qui vous expliquent comment, qui vous donnent des développements sur la façon de bien travailler finalement. Et ça, c'est une norme guide. C'est une méthode, c'est une explication de la façon d'aborder un projet de développement d'énergie marine renouvelable. Je crois que Steven De Gruyter veut commenter ce travail. No, I'm actually very happy with what is presented here, and Il est très content avec cette présentation et cette idée. And I want to refer to an exercise that is now happening in Belgium, where we link societal concerns, and that's what you're talking about, with scientific questions. Il dit qu'il veut parler d'une expérience en Belgique qui relie les questions posées par le public, les plus classiques comme celle-ci, avec la communauté scientifique. Yeah. Il fait un pont entre les deux. In relation to offshore wind farms, to the new offshore wind farms in Belgian waters, because quite often the research questions you get from environmental impact studies or from scientists lack the connection with the societal concerns, and that's where it goes wrong. Yeah. Parce que trop souvent, il y a ce gap, ce manque entre ce que c'est la communauté scientifique et ce que nous souhaitons, nous, savoir, enfin, nous, communauté. Et c'est un bon outil pour le combler. Voilà, fait donc par France Nature Environnement Normandie. Alors, Normandie, parce que je le vois écrit sur le titre. Normandie a participé activement. D'accord. Donc ça a été fait grâce à l'expérience de toutes nos associations qui ont participé pendant 11 ans au débat public sur l'éolien offshore. Donc, on l'a démarré avec les associations bretonnes en 2020. On a fait une première version avec les associations de Normandie qui ont été investies aussi dans son écriture et la réponse aux questions. Et grâce au soutien de RTE, de l'ADEME, de Engie, qui n'apparaissent pas comme des sponsors, mais parce qu'ils ont trouvé que notre démarche était intéressante, et on a la même chose pour le photovoltaïque qui vient de sortir, pour l'éolien terrestre, pour la méthanisation. Et c'est vrai que ça permet de contribuer au dialogue territorial de développement des ENR, et que c'est très très important d'avoir un outil en main quand on va à un débat public sur des questions aussi complexes. Il y a tous les aspects de la loi, tous les aspects industriels, et c'est quelque chose qui a été abordé tout à l'heure. Sur la biodiversité, il faudra quand même bien prendre en compte le fait que
Aujourd'hui, on a des éoliennes qui font 8, 10 mégawatts, 12 mégawatts, on va vers 15, on va peut-être aller jusqu'à 20. Eh bien, le jour où on devra travailler sur un parc éolien offshore ou sur une macrozone, il faudra prendre en compte tous les enjeux et les impacts, non seulement des parcs éoliens avec ces éoliennes gigantesques, mais du coup des travaux nécessaires et de leurs impacts dans les ports. Et voilà, dans toute l'analyse de cycle de vie. Donc, attention justement d'être bien en amont de toutes ces réflexions parce que c'est colossal. C'est une nouvelle industrie que la France ne maîtrisait pas parce qu'on n'est pas dans l'oil and gas. Et donc, il faut regarder comment font les autres pays. Et je pense qu'on a de très bons exemples, notamment avec la Belgique. Oui, on l'a pas mal fait aujourd'hui de regarder ce que font les autres pays, me semble-t-il. On va conclure. Vous voulez dire un tout dernier mot, je vous en prie, monsieur De Rock. Oui, juste un tout dernier mot. Non, effectivement, les analyses de cycle de vie les analyses de cycle de vie complètes sont vraiment importantes. On entreprend maintenant des analyses de cycle de vie où il y a le volet environnemental et le volet sociétal également. Donc il y a une espèce d'innovation, on va plus loin dans les méthodologies. Et je pense qu'il faut savoir effectivement se poser les vraies questions, surtout quand on voit souvent que les débats sont plutôt pollués par d'autres questions qui sont simplement, je dirais, l'impact paysager dont on n'a pas parlé fort heureusement aujourd'hui et qui, non mais voilà, on peut en parler, mais je dois dire que c'est important, mais il y a de vraies questions qui ne sont pas posées. On met en avant certains points simplement par le prétexte du paysager. Donc voilà, je peux vous dire que les meilleurs recours se gagnent sur l'impact paysager, donc il faut en parler. Oui, mais justement pour savoir comment amorcer. Merci. Vous allez continuer après. Merci pour la présentation de l'éoloscope qui, je suppose, est facilement disponible auprès de la FNE, j'imagine. Merci à vous tous à la salle.